Je ne suis pas né d'hier. J'ai voyagé, rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Serions-nous capables de voyager vers le passé ou le futur? Des témoins affirment avoir vu une femme se matérialiser sous leurs yeux. Aurait-elle voyagé dans le temps? Une structure de pierre ancienne laisse penser l'impensable. Des adorateurs païens auraient-ils déjà pratiqué des sacrifices humains au New Hampshire? Les plantes semblent avoir l'étrange pouvoir de détecter la pensée humaine. Seraient-elles douées de sensations ou même d'intentions? C'est un monde bizarre. Et j'adore ça. Attendez, désolé. J'étais absorbé par ce livre. La machine à explorer le temps, écrit en 1895 par H.G. Wells, qui a marqué la naissance d'un tout nouveau genre de science-fiction, le voyage dans le temps. Bien sûr, une tonne de livres, de films et d'émissions de télévision ont été produits sur le sujet et sur les paradoxes entourant le voyage dans le temps. Dommage que les voyages dans le temps relèvent de la pure fiction. N'est-ce pas? Le 15 juillet 2006, le célèbre auteur de science-fiction Whitley Strieber, surtout connu pour ses ouvrages The Hunger et Communion, va au théâtre avec sa femme Anne et son ami Starfire Thor. Jamais le trio ne s'attendait à vivre ce soir-là une expérience digne des livres du célèbre auteur. Plus rien ne me semble impossible maintenant. Je n'en ai pas beaucoup parlé. Après le repas, Anne et son ami vont à la salle de bain, qu'elle croit vide. C'est une petite pièce d'environ 3 mètres par 3 mètres et demi. Il n'y avait personne sauf Anne et moi. J'attendais dans l'escalier. Personne n'est entré après elle. Et je n'ai pas quitté la porte des yeux. Anne a quitté la salle de bain avant moi pour m'attendre à l'extérieur. Je suis sortie attendre Starfire à l'extérieur, près de la porte. Au moment où je m'apprêtais à sortir, une femme s'est littéralement matérialisée devant moi. Elle ne semblait pas comprendre ce qu'elle faisait là. Elle était confuse. Puis elle est sortie. J'attendais à l'extérieur quand tout à coup, une femme est sortie. Je suis sortie et Anne s'est précipitée vers moi, très excitée, en s'écriant « Une femme est sortie, mais elle n'est pas entrée. Elle est sortie, mais elle n'est pas entrée. » C'était stupéfiant, car on savait que personne n'est entré pendant qu'on était là. Comment quelqu'un qui n'est jamais entré a-t-il pu sortir de là? Je n'ai vu personne entrer dans cette salle de bain. Qui peut bien être cette mystérieuse femme? Et comment a-t-elle pu sortir de nulle part? Pour les témoins, cette femme n'a rien d'un fantôme. Leur explication est encore plus inusitée. Quelque chose a modifié la ligne du temps, comme si quelqu'un avait fait une erreur au montage, ce qui a failli provoquer une collision. Voyons voir. 2 femmes entrent dans une salle de bain vide et 3 en ressortent. Cette mystérieuse femme serait-elle arrivée d'une autre époque? Bizarre, n'est-ce pas? À mon avis, c'est le phénomène le plus bizarre qu'on ait vu à ce jour. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les voyages dans le temps pourraient être possibles, et on est sur le point de le prouver, grâce à un tunnel souterrain de 27 km situé aux frontières de la France et de la Suisse. Le Grand Collisionneur Hadronique, un tunnel de 27 km, conçu pour faire entrer en collision les atomes, en vue de recréer les conditions du Big Bang alors que l'univers avait moins d'un trillionième de seconde.
Les scientifiques du Grand Collisionneur tentent de comprendre ce qui se produit à ce moment précis pour que l'univers devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ils espèrent que ces recherches permettront de faire la lumière sur certaines questions de physique fondamentale encore sans réponse. Peut-être qu'on réussira à répondre un jour à ces questions cosmiques grâce au Grand Collisionneur. Que s'est-il produit avec le Big Bang? Est-ce possible de passer dans un trou noir? Le temps est-il malléable? Nous sommes à un tournant du progrès humain. Nous étions encore très primitifs au siècle dernier. Imaginez où en seront les ordinateurs et l'intelligence artificielle au siècle prochain. On vit de loin l'époque la plus intéressante de l'humanité, où on est sur le point de découvrir le secret de l'univers. En comprenant comment l'univers a été créé, les scientifiques pourraient trouver une façon de manipuler la structure de l'espace-temps et de voyager dans le passé ou dans le futur. Pouvons-nous vraiment manipuler le temps? Pour le savoir, il faut d'abord examiner le temps en soi. Isaac Newton percevait le temps comme une flèche pointant dans une seule direction, tout droit vers le futur. Albert Einstein a ensuite comparé le temps à un cours d'eau sinueux, dont le débit varie, et capable de tournoyer sur lui-même. Imaginez que vous êtes sur une rivière. L'endroit où vous vous trouvez est le moment présent, et le courant en amont est le futur. Le futur vient vers vous dans un flot continu. Il est inévitable. Dans un instant, l'eau qui était en amont sera ici. Et tout ce qui se trouve en aval représentera le passé et tous les événements qui en font partie. C'est aussi simple que ça. Le futur, le présent et le passé. Serait-il possible de défier le fil du temps pour aller vers le futur? Ou de remonter le temps vers le passé? Voyager dans le temps est simple, en théorie. Il suffit d'arriver à destination plus vite que la lumière, de surpasser la vitesse de la lumière. Mais encore, Albert Einstein a calculé que la lumière se déplaçait à la vitesse constante de 299 792 458 mètres par seconde. Les navettes spatiales voyagent à 8000 mètres par seconde. Alors on a un léger problème. Mais on n'a pas perdu tout espoir de rencontrer un jour nos ancêtres. Les physiciens modernes se sont appuyés sur les travaux d'Einstein et ont découvert que si on ne peut rivaliser dans une course avec la lumière, on pourrait tricher en prenant un raccourci. Remonter le temps semble simple, du moins en théorie. Pour voyager dans le temps, il faudrait pouvoir courber la ligne du temps pour établir le contact entre deux points et créer un passage théorique dans l'espace-temps, un tunnel cosmique. Il y a deux univers parallèles. Peut-être qu'il est possible de faire le pont entre ces univers grâce à un tunnel cosmique, un raccourci, un peu comme le miroir dans Alice. Pensez à Alice au pays des merveilles. Elle passe sa main à travers le miroir et elle se retrouve dans un univers parallèle. C'est un tunnel cosmique. Mais comment manipuler la structure même du temps et de l'espace? Si on disposait de matière ou d'énergie négative, on pourrait créer une passerelle vers un autre point dans l'espace ou le temps. La science-fiction utilisait les cristaux de dilithium dans Star Trek. On croit aussi que certaines substances chimiques exotiques permettraient d'ouvrir ces passages. Mais pour nous, physiciens, c'est une question de matière et d'énergie négative. On peut créer de l'énergie négative en laboratoire. On l'a déjà fait en quantité microscopique, mais on n'a jamais vu de matière négative. Si on arrivait à trouver un météorite de matière négative dans l'espace, peut-être alors pourrions-nous ouvrir un passage vers un univers parallèle. Le problème, c'est que les technologies actuelles ne permettent pas encore de percer un trou vers une autre dimension de l'univers. L'idée consiste à réunir suffisamment d'énergie positive et négative pour déchirer la toile de l'espace-temps. Ce n'est pas évident. On parle ici de créer l'énergie d'un trou noir ou d'une étoile pour pouvoir courber la ligne du temps comme un bretzel.
Impossible de remonter le temps ou de créer un tunnel cosmique, vous dites? D'accord. Voyager dans le passé peut être hors de notre portée. Mais étonnamment, la plupart des physiciens croient qu'il est possible, voire relativement facile, de voyager dans le futur. Comment appliquer la théorie de la relativité au voyage dans le futur? Ce n'est pas si compliqué. Enfin, ça l'est du point de vue technique, puisqu'il faudrait une navette spatiale extrêmement rapide. Si on en avait une, voici ce qu'on ferait. On partirait pour un long voyage pour revenir ensuite. Voyager vers le futur serait possible, car le temps se comporte différemment quand on voyage à grande vitesse. On appelle ce phénomène la dilatation du temps. Si vous voyagez assez rapidement, l'heure de votre montre différera de celle à la maison. Le même phénomène se produit quand on passe beaucoup de temps dans un fort champ gravitationnel, par exemple près d'un trou noir. En fait, cet exploit a déjà été réalisé. Le cosmonaute russe Sergueï Krikalev a passé plus de temps dans l'espace que tout autre être humain. De 1988 à 2005, il a passé 803 jours en orbite autour de la Terre, à grande vitesse. Le cosmonaute a atteint la vitesse de 27 400 km à l'heure. Rien de comparable à la vitesse de la lumière, mais assez pour être en avance sur son temps. La différence est minime, à peine 1/15e de seconde. Mais disons que s'il avait eu un frère jumeau resté sur Terre pendant ce temps, il aurait été légèrement plus jeune que son frère. Selon cette théorie, il serait donc possible de se propulser des milliers d'années dans le futur. Imaginez parcourir toute notre galaxie, la Voie lactée. Ça représente une distance énorme, d'environ 150 000 années-lumière. C'est très long. Vous commencez à accélérer à la force G, soit la force normale de la gravité, puis vous subissez une légère accélération, assez longtemps pour que votre vitesse augmente considérablement. À mi-chemin, vous commencez à ralentir, et après de nombreuses années, vous revenez au point de départ. Voilà le hic. Pour quelqu'un qui est resté sur place en attendant votre retour, il s'est passé 150 000 ans avant que vous ne rentriez. Mais de votre point de vue, à bord de la navette, il ne se sera écoulé que 23 ans. Impossible en pratique pour l'instant, les voyages dans le temps sont pourtant bien réels, en théorie. Et le grand collisionneur hadronique pourrait bientôt transformer la science-fiction en réalité. Certains avancent une théorie selon laquelle il y aurait plus de 3 dimensions dans l'espace, c'est-à-dire des espèces de sous-dimensions compactes, et croient qu'il serait possible de reproduire un trou noir à échelle réduite dans le grand collisionneur hadronique. La mystérieuse apparition survenue à Los Angeles serait-elle une voyageuse dans le temps? Peut-être venait-elle d'un futur où la science a élucidé les mystères de l'univers et manipule le temps à sa guise. Qui sait? Mes collègues physiciens et moi croyons que s'il est possible de voyager dans le temps, tous les paradoxes pourront être résolus si une nouvelle dimension s'ouvre à nous. C'est simple, il suffira de passer d'un univers à l'autre. Cela signifie également que les générations futures disposeront peut-être de l'énergie et de la technologie nécessaires pour créer une machine à remonter le temps. Alors si un jour quelqu'un frappe à votre porte en affirmant être votre arrière-petite-fille, ne lui fermez pas la porte au nez. C'est bizarre, ou quoi? Un mystérieux ensemble de structures de pierre au New Hampshire est soupçonné d'être un lieu de culte païen et de sacrifices humains vieux de milliers d'années. La disposition par rapport aux astres indique très clairement qu'il s'agit d'un site ancien. Les anciens Européens auraient-ils traversé l'Atlantique bien avant Christophe Colomb? Ça amène une toute nouvelle approche de l'histoire nord-américaine. Qu'est-ce que c'est que cet endroit au juste?
qui l'a construit et que signifie sa présence en Amérique. La vérité en histoire n'est jamais coulée dans le béton. Les découvertes d'aujourd'hui seront remises en question par les découvertes de demain, et elles surviennent souvent aux endroits les plus inusités. Par exemple, un innocent arrangement de pierre situé aux confins d'une terre agricole du nord-est des États-Unis pourrait-il remettre en question toute l'histoire américaine? Et si le premier Européen en Amérique du Nord n'était pas Christophe Colomb, ni même un Viking? Et si les premiers arrivants n'étaient pas venus en Nouvelle-Angleterre en quête de liberté religieuse, mais pour pratiquer le sacrifice humain? À Salem, au New Hampshire, un mystérieux monument de pierre mégalithique de plus de 4 mètres de haut surplombe une enceinte abritant un dédale de crypte souterraine de 2,5 mètres de long. Au centre se trouve une énorme dalle de pierre, ressemblant à une table de sacrifice. Voici Dennis Stone, dont la famille possède le site depuis 3 générations. Selon lui, il s'agirait de la plus ancienne structure du genre aux États-Unis. Le Stonehenge américain pourrait être l'un des plus importants sites archéologiques de l'Occident. Il y a plusieurs théories quant à l'origine du site. S'il est effectivement très ancien et a été bâti par des habitants de l'Ancien Monde, cela pourrait signifier que des gens ont traversé l'Atlantique des milliers d'années avant même que Christophe Colomb ou les Vikings découvrent l'Amérique. L'idée que des explorateurs aient traversé l'Atlantique jusqu'en Amérique des milliers d'années avant Christophe Colomb peut sembler incroyable. Eh bien, avant de réfuter cette théorie, n'oubliez pas qu'en 1960, l'archéologue norvégienne Anne Ingstad a été ridiculisée lorsqu'elle a affirmé que des Vikings s'étaient installés en Amérique du Nord au XIIe siècle. Pourtant, elle disait vrai. Sa découverte a changé le cours de l'histoire, et l'établissement viking qu'elle a mis au jour à Terre-Neuve, au Canada, est aujourd'hui un site du patrimoine mondial. Cette structure serait-elle l'œuvre de mystérieux voyageurs anciens? Dennis Stone croit que les similitudes avec des sites archéologiques européens sont la clé du mystère. Certaines pièces sont très similaires à d'autres découvertes en France, en Irlande, en Espagne et aux Pays-Bas. On sait notamment que la disposition des pierres tient compte de l'alignement du Soleil, de la Lune et des étoiles, et qu'elles n'ont pas été disposées au hasard. On suppose qu'elles ont été placées en fonction du lever et du coucher du Soleil et de la Lune et sont liées à des cérémonies religieuses. Elles tiennent également compte des solstices et des équinoxes. Les Celtes anciens et d'autres cultures érigeaient des pierres pour marquer ces événements. Les Celtes regroupaient de nombreuses tribus et dominaient la majeure partie de l'Europe centrale jusqu'à il y a environ 1600 ans. On retrouve des monuments de pierre qui rappellent ceux des Celtes, y compris des chambres funéraires, partout en Europe. On croit également que les Celtes sont à l'origine de Stonehenge, le monument mégalithique ancien le plus célèbre de l'Angleterre. Selon certains, il s'agirait d'un gigantesque outil astronomique, érigé d'après la position du Soleil et de la Lune lors des solstices. Les Celtes se seraient-ils installés en Amérique des milliers d'années avant Christophe Colomb? Dans les années 1970, Barry Filligan, professeur à Harvard, a découvert une pierre gravée ici. Et il a conclu que les inscriptions étaient du punique, une langue parlée à l'époque par les Celtes de la péninsule ibérique. David Brody est archéologue amateur. Selon lui, les Celtes, et non pas Christophe Colomb, ont été les premiers Européens à atteindre le Nouveau Monde. Certains croient à tort que les Celtes venaient d'Irlande. Ils se sont d'abord établis en Europe centrale, puis sur la péninsule ibérique. À mon avis, ce sont eux qui sont responsables de l'établissement du Stonehenge américain. Cet endroit est de plus en plus bizarre. Que se tramait-il dans ces bois il y a des milliers d'années? Que s'est-il passé ici au juste? Ce site de la Nouvelle-Angleterre
A-t-il été érigé pour les mêmes raisons que les monolithes de Stonehenge en Angleterre? Serait-ce un monument de pierre soigneusement agencé par d'anciens Bretons à de mystérieuses fins païennes? S'il s'agit effectivement d'un monument religieux construit par les Celtes, Dennis Stone a une idée bien précise du genre de cérémonies qui ont pu avoir lieu ici. Cette dalle est une table de sacrifice. C'est l'un des principaux attraits du site. Elle mesure environ 2,75 m de long et 1,80 m de large et est supportée par 4 pattes en pierre. On peut voir que le contour est muni d'une rainure taillée dans la pierre pour permettre l'écoulement. Lors des cérémonies de sacrifice, les fluides s'écoulaient par la petite rigole pour être recueillis ensuite dans un vase. On en sait très peu sur les pratiques religieuses des Celtes. Mais les Romains qui les ont combattus, et même Jules César, ont souvent été témoins des sacrifices humains réalisés par les druides et les prêtres celtes pour honorer leurs dieux païens. La découverte de nombreux sites anciens de meurtres ritualisés en Europe vient appuyer cette théorie. La table de pierre de Salem présente une caractéristique encore plus étrange que Dennis Stone appelle le tunnel de l'oracle. Ce tunnel d'une longueur d'environ 2,5 m aboutit sous la table de sacrifice. La voix était sans doute projetée sous la table lors des cérémonies, de sorte que les témoins l'entendent et croient que Dieu ou un esprit s'adressait à eux. I am the god of the underworld. I accept your sacrifice. Remember, always obey the priest. Toutes les imposantes structures érigées par l'homme ont été construites pour rendre hommage aux dieux, que ce soit les pyramides, le Stonehenge en Angleterre ou la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tous ces monuments ont été bâtis par l'homme à des fins religieuses, ce qui me ramène aux Celtes, qui ont érigé des monuments partout en Europe, aussi loin que 500 ans avant Jésus-Christ. Et c'est sans doute ce qu'ils ont fait une fois en Amérique. L'Amérique, fondée par des Européens de l'âge du fer, c'est une théorie renversante, mais loin de faire l'unanimité auprès des experts. Depuis les années 1940, la recherche a fait ressortir de nombreuses différences entre les sites irlandais et ce site. Il y a des différences majeures sur le plan de l'architecture, de la structure et de l'assemblage. Spécialiste de structures préhistoriques en pierre, James Cage croit lui aussi que ce site est l'œuvre d'une civilisation ancienne. Mais d'après les gravures observées sur les pierres, il s'agirait plutôt d'un peuple beaucoup plus près de nous, les Indiens d'Amérique. Premièrement, on a retrouvé un nombre important de vestiges autochtones sur le site, allant de couteaux et de pointes de projectiles, des objets assez courants, à des récipients peints et des molettes. On a également découvert que des poteries étaient produites sur place. Il y avait une zone marécageuse tout près où on recueillait l'argile. On croit qu'ils fabriquaient les poteries et les cuisaient sur un feu non loin de là. Plus intéressant encore, le site comporte plusieurs ouvrages gravés à la pierre, c'est-à-dire sculptés à l'aide d'une pierre utilisée en guise de marteau. Une technique propre aux Indiens d'Amérique. Les Celtes étaient une société plus avancée. Ils utilisaient des outils de métal et ils fabriquaient des objets en or. On s'attendrait donc à ce qu'ils aient utilisé une technologie plus avancée, et pas seulement une simple pierre comme marteau. La théorie des Indiens d'Amérique me semble parfaitement plausible, mais pas pour David Brody. Il n'est pas impossible que le Stonehenge américain soit l'œuvre des Autochtones, mais ce n'était pas dans leurs habitudes de faire ce genre de choses. Donc je crois qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Les Autochtones de cette région n'utilisaient pas la pierre dans leur construction. Ils se servaient d'outils de pierre pour construire leurs habitations, mais n'érigeaient pas de structures complexes en pierre. Ils construisaient des chambres de sudation, mais il y a trop de pièces ici. Les tribus autochtones ont vu beaucoup de leur patrimoine disparaître au fil de l'histoire en Nouvelle-Angleterre.
Mais ils n'ont jamais revendiqué ce site comme ils ont fait avec de nombreux autres sites leur appartenant. Ce n'est pas impossible, mais à mon avis, c'est plutôt l'œuvre d'un peuple ancien de navigateurs européens. Tandis que les experts s'interrogent sur l'origine du peuple ancien qui a bâti le Stonehenge américain, l'archéologue Ken Feather croit que peu importe qui l'a construit, ce monument n'a rien d'ancien. Des Celtes en Nouvelle-Angleterre il y a 3000 ans? J'en doute, mais pourquoi pas? Un site archéologique dont les habitants étaient si consciencieux qu'ils auraient emporté avec eux toute trace de vie? Impossible. Eh bien, on dirait qu'on est revenu à la case départ. Qui a bien pu construire ces étranges structures? Les Celtes, peu probable. Les Indiens d'Amérique, peut-être pas. Et si, comme le veut une théorie beaucoup moins romantique, le site était l'œuvre d'une bande d'agriculteurs éméchés du XVIIIe siècle? Si le Stonehenge américain est effectivement le fruit de simples agriculteurs du 19e siècle, ça n'en fait pas un site moins intéressant que s'il a été bâti par des Celtes de passage en Nouvelle-Angleterre il y a 3000 ans. Ça lui donne un autre sens, mais ça ne le rend pas moins intéressant, juste différent. Selon Ken Feather, la structure aurait été bâtie par des descendants de Celtes, c'est-à-dire des colons européens qui sont arrivés bien après Christophe Colomb, en emportant avec eux leur technique traditionnelle de construction de pierre. C'était bel et bien des Celtes, mais des Celtes du 18e et du 19e siècle, venus coloniser la région. Intéressant. Mais comment cette théorie sur les immigrants celtes explique-t-elle la présence de l'objet le plus macabre du site? Pourquoi le Stonehenge américain est-il pourvu d'une table de sacrifice? Il suffit d'examiner le nom des villes du New Hampshire, par exemple, ou des environs du Stonehenge américain, pour découvrir des noms comme Londonderry. Pourquoi Londonderry? Parce que ses habitants étaient originaires de la Grande-Bretagne. C'étaient des Celtes. On retrouve des pierres semblables partout en Nouvelle-Angleterre. De deux choses l'une, soit la pratique du sacrifice était largement répandue dans toute la Nouvelle-Angleterre, soit on a affaire à un autre phénomène. Je crois que c'est le cas. En effectuant quelques recherches sur Google, on trouve une foule de sites anciens qui vendent des pierres de ce genre. Quand on connaît un peu l'histoire de la technologie et des procédés, on sait que des pierres semblables ont été découvertes un peu partout en Nouvelle-Angleterre et qu'elles étaient utilisées à diverses fins. Non pas pour sacrifier des humains, mais pour fabriquer du cidre et du savon. Le problème avec un artefact comme celui-là, c'est que le monde moderne souffre d'une espèce d'amnésie culturelle. On ne presse plus notre cidre et on ne fabrique plus le savon nous-mêmes. À l'époque, même un enfant aurait été en mesure d'identifier ces objets. Mais de nos jours, ça reste un mystère. Les rainures d'écoulement de la dalle de 4 tonnes servaient-elles à recueillir le jus de pomme plutôt que le sang humain? C'est fort probable, mais le mystère du Stonehenge américain n'est pas si simple à élucider. La datation au carbone 14 a révélé que certains foyers étaient vieux de plus de 2000 ans. Et selon Dennis Stone, son site est la preuve tangible que des peuples anciens célébraient ici les solstices exactement comme ils le faisaient au véritable Stonehenge. L'alignement avec les astres prouve qu'il s'agit d'un site ancien. L'alignement n'est plus le même aujourd'hui à cause du changement d'axe de la Terre. En 1977, on a envoyé des données recueillies pendant 4 ans au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics de Cambridge. Après avoir saisi et analysé les données, on nous a dit qu'il s'agissait de données astronomiques valides en 1800 avant Jésus-Christ, à plus ou moins 200 ans près. On a procédé à une quinzaine d'analyses au carbone 14. Sur le site principal où nous nous trouvons en ce moment, l'âge du plus vieil échantillon a été évalué à 4000 ans, ce qui correspond de près aux résultats des données astronomiques.
Le Stonehenge américain pourrait être la preuve que des Européens anciens ont vécu en Amérique du Nord des milliers d'années avant l'arrivée de Christophe Colomb, à moins qu'il s'agisse d'une construction autochtone en pierre. Ou, pourquoi pas, une simple fabrique de cidre, bâtie par des colons agriculteurs. Une chose est sûre, l'origine et la fonction du Stonehenge américain demeurent un mystère. Bizarre, n'est-ce pas? La plupart des gens ne me croient pas. Mais j'ai le pouce vert. Mon secret? Je parle à mes plantes, je les caresse et je les soigne avec beaucoup d'affection. Pourquoi? Parce que je crois que comme les êtres vivants, elles ont des émotions, elles ont des sentiments, comme vous et moi. Elles aiment, elles ont peur, elles sont affectueuses et peuvent communiquer. Vous ne croyez pas que la matière verte est de la matière grise? Non? Eh bien, regardez ça. Parmi tous les différents organismes vivant sur cette planète, le bon sens voudrait que les mammifères soient les plus évolués, capables de penser, de raisonner et d'éprouver des émotions. Mais de nouvelles données étonnantes montrent que les plantes seraient aussi dotées de ces qualités. Plus mystérieux encore, elles auraient la capacité de perception extrasensorielle. Cela relève-t-il de la science-fiction? Ou est-ce la pure vérité? Des chercheurs tentent d'établir un contact avec l'espèce végétale. C'est bizarre, ou quoi? L'histoire commence en Italie, où Carlo Cictosi exploite un vignoble d'environ 10 hectares dans les collines de la Toscane. Amateur de musique, Carlo est reconnu pour égayer ses vendangeurs avec son accordéon. Mais en 2002, il découvre avec stupeur les bienfaits de la musique. Tandis qu'il décide d'installer des haut-parleurs partout autour du vignoble pour lutter contre les ravageurs de manière écologique, en faisant jouer de la musique classique, jour et nuit. Sa stratégie fonctionne, mais ce n'est pas tout. Un autre phénomène étrange se produit. Les grappes situées près des haut-parleurs deviennent plus grosses que les autres. Elles mûrissent plus rapidement et poussent même en direction des haut-parleurs. C'est formidable. C'est absolument incroyable. Les branches sont 4 fois plus longues et les feuilles 2 fois plus grosses. Le son agit comme la lumière. Que se passe-t-il au juste? Y a-t-il une explication logique? Ou s'agit-il d'un phénomène inusité? Les douces mélodies de Bach et de Mozart transformeront-elles la façon dont on perçoit les plantes? Les chercheurs ont découvert que des chansons comme Bridge over Troubled Water de Simon & Garfunkel et la symphonie pastorale de Beethoven améliorent la production de vaches laitières d'1 litre par jour. Pourquoi? Parce que la musique calme permettrait de réduire le stress chez les animaux. Des vaches heureuses seraient donc plus productives. Les plantes réagiraient-elles de la même façon? Les raisins qui se détendent au son de la musique classique auraient-ils la capacité de mûrir plus vite? Les plantes sont-elles pourvues d'une forme d'intelligence dont la science ignore encore tout? Le botaniste J.D. Matour croit avoir une explication simple à la réaction des raisins à la musique. Tout est une question de vibration. Les plantes sont capables d'exprimer des sensations primaires en captant l'activité de leur entourage et en libérant des impulsions électriques. Peut-être que la musique classique émet certains tons, certains timbres et des vibrations précises auxquelles les plantes sont plus sensibles par rapport à d'autres styles de musique.
Les ondes sonores sont des vibrations de diverses fréquences. Les plantes ressentent les vibrations causées par la musique grâce à leurs feuilles ou par le sol. La recherche montre que les plantes réagiraient à la musique en stimulant les gènes responsables de la croissance. Les plantes sentiraient la musique au lieu de l'entendre. L'humeur des raisins ne serait qu'une banale réaction biologique aux vibrations des ondes sonores? Peut-être. Mais Susan Dudley, écologiste de l'évolution des plantes, a une autre théorie pour expliquer la croissance spectaculaire des vignes de Carlow. Elle croit qu'elle est attribuable au lien de parenté entre les plants. Toutes les plantes ont des parents. Je crois que les vignes de la Toscane se portent bien car elles croissent près de leurs semblables. Certaines plantes se portent mieux lorsqu'elles sont entourées de proches parents, car elles n'ont pas à développer de mécanismes de survie comme lorsqu'elles sont entourées d'autres espèces. C'est une théorie tout à fait plausible. Pour produire un raisin constant, la plupart des vignobles utilisent le greffage pour multiplier les vignes. La plupart des vignes d'un même vignoble ont donc les mêmes caractéristiques génétiques. J'ai tenté de savoir si les plantes se comportaient différemment en présence de proches parents. J'ai découvert que les plantes réagissent différemment à un liquide dans lequel des plantes parentes ont séjourné. Après avoir retiré une plante de l'eau, on y a plongé une plante parente et une plante étrangère. La plante étrangère a développé plus de racines que la plante parente. On a répété l'opération pour arriver aux mêmes conclusions, donc on sait que les plantes réagissent à un élément soluble, une espèce de substance chimique que les racines reconnaissent et à laquelle elles réagissent. Mais qu'est-ce que c'est? Les plantes se disputent des ressources limitées, comme le soleil, les nutriments et l'eau, de sorte qu'il y a toujours des gagnants et des perdants. Les recherches de Susan Dudley montrent que les plantes entourées de leurs semblables coopèrent pour assurer leur survie et leur bien-être. Les viticulteurs plantent généralement le même type de vigne. Donc, au lieu de se disputer les ressources parce qu'elles sont différentes, les vignes les partagent parce qu'elles ne sont pas en compétition. Attendez un peu. Permettez-moi d'être mi-figue, mi-raisin. Pardon. Un peu de sérieux. Et si les raisins de Toscane, et les végétaux en général, ne foisonnaient pas parce qu'ils aiment la musique, mais tout simplement parce qu'ils s'aiment entre eux? Cette théorie suffit-elle à expliquer le mystère du vignoble italien? Les liens de parenté favorisent peut-être la croissance, mais on ne sait toujours pas pourquoi les vignes poussent vers les haut-parleurs. L'explication serait-elle digne des plus grands ouvrages de science-fiction? Est-ce que, comme le soutiennent de nombreux chercheurs, les vignes et autres plantes sont capables de réactions conscientes? Je crois que les plantes sentent quelque chose. Mais impossible de dire pour l'instant si elles perçoivent nos intentions ou celles d'autres animaux. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles ont des capacités extrasensorielles. Mais je suis persuadé qu'elles sont très sensibles aux changements dans leur environnement, ce qui pourrait être interprété comme une forme d'intelligence. On n'en sait rien. J. Deep et son assistant Zach s'apprêtent à mettre cette théorie à l'épreuve. Ils relieront cette plante à un polygraphe à la fine pointe. Les capteurs enregistreront les changements dans l'activité électrique de la plante pour voir comment elle réagit à différents stimuli. Une variation significative dans l'activité électrique de la plante pourrait indiquer la capacité de lire dans nos pensées.
J'ai très hâte de voir les résultats de cette expérience en particulier, car il pourrait littéralement changer le cours de mes recherches. Si on obtient une réaction positive, j'aimerais beaucoup approfondir la question grâce à des expériences scientifiques plus rigoureuses. La première expérience consiste à vérifier une croyance très répandue chez les jardiniers, selon laquelle les plantes réagissent au toucher. Je caresse délicatement les feuilles et les tiges. Rien, désolé, Zach. Mais aucune réponse. Ils vont maintenant tenter de vérifier une hypothèse encore inexplorée. J'ai des pensées menaçantes. À savoir si les plantes ont des capacités extrasensorielles. Aucune réaction. C'est tout ce que j'ai. Aucune réaction, n'est-ce pas? Faute de résultats, J.D. et Zach décident d'augmenter l'intensité de la prochaine expérience. Ils vont menacer la plante avec une arme. Coupe-la. Attends un peu. Juste avant que tu la coupes, elle a eu un soubresaut. C'est très intéressant, car le niveau était très bas. Il a monté en flèche, est redescendu, a remonté de nouveau, puis s'est stabilisé. Mais l'intensité a augmenté juste avant que tu la coupes. Étonnamment, un changement survient dans l'activité de la plante juste avant qu'elle soit coupée. Une réaction physiologique qui permet de croire que la plante aurait lu dans les pensées de Zach. La plante a réagi exactement au moment où tu as approché les ciseaux avec l'intention claire de la couper, du moins en pensée, sans le mentionner à haute voix. Je crois qu'on est sur une piste très intéressante. Scientifiquement parlant, on ne peut pas interpréter ce résultat à moins de répéter l'expérience plusieurs fois. Il n'en demeure pas moins que c'est une réaction étonnante. On n'avait obtenu aucun résultat avec les deux autres plantes. Alors, je commençais à croire qu'on s'était peut-être trompé. Puis tout à coup, quand Zach s'est approché avec les ciseaux, avec la ferme intention de lui faire du tort, on a enregistré un changement très marqué. D'autres recherches seront nécessaires pour prouver que les plantes ont une forme d'intelligence ou de capacité extrasensorielle. Si c'était vrai, les conséquences seraient énormes. Elles bouleverseraient le fondement même de notre existence et changeraient radicalement notre relation avec l'espèce végétale. C'est bizarre, ou quoi? 3 histoires étranges, et autant, sinon plus, d'explications possibles. Une femme apparaît soudainement de nulle part dans une salle de bain de Los Angeles. Est-elle passée par un tunnel cosmique ou a-t-elle voyagé dans le temps? A-t-elle voyagé plus vite que la lumière? Est-ce vraiment possible? Une mystérieuse structure de pierre de la Nouvelle-Angleterre prouverait-elle la présence d'anciens Celtes aux États-Unis? A-t-elle été érigée par les Indiens d'Amérique? Ou bâtie plus récemment pour produire de l'alcool? Des vignes italiennes qui réagissent à la musique de Mozart. Les plantes seraient-elles douées de sensations et de désirs? À vous de voir. À la prochaine, pour 3 nouvelles histoires. Plus bizarres les unes que les autres.